Il y a quelques années, j'étais assise dans un café. Une femme française était en face de moi. Je voulais lui expliquer quelque chose d'important. C'était quelque chose que je ressentais très fort dans ma poitrine. Mais soudain, ma tête est devenue vide. Zéro. Rien. Tous les mots avaient disparu. C'était comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans mon cerveau. Je voulais parler. Mais ma bouche n'arrivait pas à dire un seul mot. Ce moment-là a changé ma façon de penser le français pour toujours. Et toi, mon ami, depuis quel pays regardes-tu cette vidéo? Dis-moi dans les commentaires. Par exemple, tu peux écrire je regarde depuis le Maroc ou je regarde depuis le Canada. Je suis vraiment curieuse de savoir d'où tu viens, parce que je crois que cette histoire va te toucher, peu importe où tu es dans le monde. Alors, laisse-moi recommencer depuis le début. Je suis née dans une famille où on ne parlait pas français. Mes parents parlaient vietnamien à la maison, toujours. Mon père travaillait dans une petite usine, et ma mère vendait des légumes au marché le matin. Ils travaillaient beaucoup, vraiment beaucoup, et quand ils rentraient le soir, ils étaient épuisés. On mangeait ensemble, on regardait un peu la télévision en vietnamien, et voilà. C'était notre vie. Une vie simple, mais pleine d'amour. Le français, pour moi, c'était une langue étrangère. Une langue que j'entendais à l'école, que les professeurs utilisaient pour nous expliquer les mathématiques, la biologie, l'histoire. Mais à la maison, cette langue n'existait pas. Elle restait à l'école, comme les livres et les cahiers. J'avais environ 12 ans quand j'ai commencé à vraiment écouter le français. Pas à l'école, non. C'était à cause d'une cassette audio que j'avais trouvée dans une boîte chez ma grand-mère. Une cassette avec des chansons françaises. Je ne savais pas qui chantait, je ne comprenais pas les mots, mais la mélodie était belle. Quelque chose dans cette musique me faisait sentir des émotions que je ne pouvais pas expliquer. J'ai écouté cette cassette des dizaines de fois. Je chantais les sons sans comprendre les mots. C'était comme chanter dans une langue inventée. Mais j'aimais ça. Et c'est là, je crois, que quelque chose a commencé dans ma tête, une petite graine que je ne voyais pas encore. À l'école secondaire, j'avais une professeure de français qui s'appelait... En fait, je ne vais pas dire son nom. Je vais juste dire qu'elle était sévère. Très sévère. Quand tu faisais une erreur, elle te regardait avec un regard qui disait encore, vraiment? Et cette façon de regarder, mon ami, elle entrait dans ta poitrine comme un froid étrange. Tu ne voulais plus parler. Tu voulais juste devenir invisible. Je me souviens d'un jour en particulier. C'était un mardi matin, il faisait chaud, les fenêtres de la salle de classe étaient ouvertes, et elle avait demandé à chaque élève de dire une phrase simple en français. Juste une phrase. Quand c'était mon tour, j'avais ouvert la bouche et rien. Le mot que je voulais dire était là, quelque part dans ma tête, mais il ne sortait pas. Comme un poisson qui essaie de sortir de l'eau, mais qui retombe chaque fois. La professeure avait soupiré. Et toute la classe avait ri. Ce rire, je l'ai gardé dans ma mémoire pendant des années. Après ce jour, j'avais décidé une chose.
je n'allais plus parler français en public. Je comprenais parfois ce qu'on disait, je pouvais lire un peu, mais parler? Non. C'était trop dangereux. Trop humiliant. Je préférais rester silencieuse et passer inaperçue. Les années ont passé. J'ai fini l'école secondaire. J'ai commencé à travailler dans un petit restaurant de ma ville. C'était bien. Je gagnais un peu d'argent, j'aidais ma famille, j'avais des collègues sympas. La vie continuait. Mais le français revenait toujours, comme une vieille chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Un jour, une femme est entrée dans le restaurant. Elle était différente des clients habituels. Elle ne parlait pas la même langue que nous. Elle regardait le menu sans comprendre. Et les autres collègues évitaient de s'approcher d'elle parce qu'ils avaient peur de ne pas la comprendre. Moi aussi, j'avais peur. Mais pour une raison que je ne comprends pas encore aujourd'hui, je me suis approchée. J'ai dit, dans un français très hésitant, très imparfait. « Bonjour. Je peux vous aider ?» Elle a souri. Un grand sourire. Et elle m'a répondu en français, lentement, parce qu'elle avait vu que c'était difficile pour moi. On a parlé pendant quelques minutes. Mon français était terrible. Je faisais des erreurs à chaque phrase. Mais elle comprenait quand même. Et à la fin, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ton français est courageux. Courageux. Pas parfait. Pas beau. Courageux. Ce mot-là a tout changé pour moi. J'ai commencé à penser différemment. Peut-être que le français n'était pas un test où il fallait avoir 20 sur 20. Peut-être que c'était juste un outil pour connecter les gens. Et si c'était ça, un outil, alors l'important c'était de l'utiliser, même maladroitement. Mon ami, je veux m'arrêter ici une seconde et te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment? Ce sentiment d'avoir les mots dans ta tête, mais de ne pas pouvoir les dire? Ce sentiment où ta langue ne coopère pas avec ton cerveau? Je suis sûre que oui. Et si tu veux, dis-le-moi dans les commentaires. Parce que tu n'es pas seul, et cette histoire continue. Donc, après cette rencontre dans le restaurant, j'avais décidé d'apprendre le français sérieusement. Pas pour l'école. Pas pour un diplôme. Pour moi. Pour cette connexion que j'avais sentie avec cette femme inconnue. J'ai acheté un vieux dictionnaire dans un marché. Il était usé, les pages étaient un peu jaunes, mais il était parfait pour moi. Chaque soir, après le travail, j'apprenais 10 nouveaux mots. Je les écrivais sur de petits papiers et je les collais partout dans ma chambre. Sur le miroir. Sur la porte. Sur le mur à côté de mon lit. Ma chambre ressemblait à une forêt de mots français. Mais voilà le problème. J'apprenais les mots. Je les mémorisais. Et puis, je les oubliais. Rapidement. Parfois en quelques jours. Parfois en quelques heures. J'apprenais le mot parapluie le lundi, et le vendredi, il avait déjà disparu de ma tête comme s'il n'avait jamais existé.
Ça me rendait vraiment frustrée. Vraiment. Je travaillais si dur, et les résultats ne restaient pas. Pourquoi mon cerveau ne gardait-il pas ces mots? J'ai commencé à chercher des réponses. Et ce que j'ai découvert, mon ami, c'est quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué à l'école. Quelque chose de simple, mais de très puissant. Les mots qu'on n'utilise pas disparaissent. C'est comme un muscle. Si tu ne fais pas travailler tes bras pendant plusieurs semaines, ils deviennent plus faibles. Le cerveau fonctionne pareil. Si tu vois un mot une seule fois, ou même 10 fois, mais sans jamais l'utiliser dans une vraie situation, ton cerveau va décider que ce mot n'est pas important. Et il va l'effacer, ou du moins le mettre très loin dans un coin sombre où tu ne peux plus le trouver rapidement. C'est ce qu'on appelle parfois l'oubli actif. Le cerveau fait le tri. Il garde ce qui est utile et enlève ce qui ne l'est pas. Et si tu apprends des mots de façon isolée, juste des listes sur du papier, sans contexte, sans émotion, sans connexion à une vraie situation, ton cerveau va les traiter comme des informations sans importance. J'avais compris quelque chose. Mon problème n'était pas ma mémoire. Mon problème, c'était ma méthode. Alors j'ai changé. Au lieu d'apprendre des listes de mots, j'ai commencé à apprendre des phrases entières. Des phrases qui venaient de vraies situations. Par exemple, au lieu d'apprendre le mot fatigué, j'apprenais je suis tellement fatigué que je pourrais dormir debout. Cette phrase contenait une image. Elle portait une émotion. Elle était drôle, presque. Et ce type de phrase, mon cerveau la gardait beaucoup plus facilement. J'ai aussi commencé à écouter du français différemment. Pas seulement des textes scolaires ou des exercices de grammaire. J'écoutais des conversations normales. Des gens qui parlaient de choses ordinaires. La météo. La nourriture. Les problèmes du quotidien. Et j'essayais de répéter ces phrases à voix haute, seule dans ma chambre, en imitant la façon de parler. Mon ami, est-ce que tu fais déjà quelque chose comme ça? Répéter à voix haute. Si tu ne le fais pas encore, je t'encourage vraiment à essayer. Parce que parler à voix haute, même seul, même sans personne pour t'écouter, cela active quelque chose dans ton cerveau. Ça transforme les mots que tu as juste dans ta tête en mots que ton corps sait produire. Ce sont deux choses différentes, et l'une n'est pas possible sans pratiquer l'autre. Mais revenons à mon histoire. Parce que, même avec ces nouvelles méthodes, il y avait encore un grand obstacle. Et cet obstacle, c'était moi-même. Chaque fois que j'essayais de parler français avec quelqu'un, j'avais peur. Une peur physique. Mon cœur battait vite. Mes mains étaient légèrement humides. Ma voix devenait différente, plus petite, moins sûre. Et cette peur créait un blocage. Un vrai blocage. Comme si une porte se fermait entre mon cerveau et ma bouche. Je me suis demandé, d'où vient cette peur? Et j'ai réalisé que ça venait de ce moment dans la salle de classe, des années avant. Du rire de la classe. Du regard de la professeure. Ces moments avaient créé une association dans mon cerveau entre parler français et danger, humiliation,
honte. Et même des années plus tard, mon cerveau continuait à me protéger de ce danger en me bloquant. C'est fascinant, non? Et un peu triste en même temps. Parce que quelques secondes de honte dans une salle de classe peuvent créer des années de blocage. J'avais besoin de défaire cette association. De montrer à mon cerveau que parler français, maintenant, dans ma vie adulte, n'était pas dangereux. Que si je faisais une erreur, il ne se passerait rien de terrible. Personne n'allait rire. Ou si quelqu'un riait, ce n'était pas la fin du monde. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais voilà comment j'ai commencé. J'ai cherché des situations où parler français était à faible risque. Pas une grande conversation avec un groupe de gens. Pas une situation formelle. Des petites situations. Un message écrit à quelqu'un. Une question simple à une personne. Et chaque fois que ça se passait bien, même si c'était juste une petite chose, je me rappelais ce moment. Je me disais, tu vois, ça allait bien. Tu as survécu. Ces petites victoires s'accumulaient. Et lentement, la peur diminuait. Pas complètement, non. La peur ne disparaît jamais totalement. Mais elle devenait plus petite. Plus gérable. Il y avait aussi une autre chose que j'avais découverte. Et celle-là, elle m'a surprise. Quand je parlais français et que j'oubliais un mot, au lieu de m'arrêter et de me sentir humiliée, j'ai appris à contourner le problème. Par exemple, si j'oubliais le mot parapluie, je disais l'objet qu'on utilise quand il pleut pour rester sec. C'est plus long. C'est moins précis. Mais ça fonctionne. La conversation continue. Et souvent, l'autre personne me donnait naturellement le mot que je cherchais dans sa réponse. Et là, ce mot entrait dans ma mémoire d'une façon beaucoup plus forte, parce que j'en avais besoin dans une vraie situation. Mon ami, cette technique de contournement, c'est quelque chose que les enfants font naturellement. Ils ne savent pas le mot exact, alors ils décrivent. Ils expliquent avec d'autres mots. Et c'est une stratégie très efficace, même pour les adultes. Si tu l'utilises, tu n'es jamais vraiment bloqué. Tu peux toujours continuer. Mais laisse-moi te parler d'une période particulièrement difficile dans mon apprentissage du français. Parce que cette histoire n'est pas une ligne droite vers le succès. Il y avait des hauts et des bas. 1 an après avoir commencé à apprendre sérieusement, j'avais l'impression que j'avais fait des progrès. Je comprenais mieux. Je parlais un peu plus. Et puis, j'ai eu une longue période où rien ne bougeait. Plusieurs semaines où je me sentais exactement au même niveau qu'avant. Comme si j'avais arrêté de progresser. Comme si j'étais bloqué sur un plateau. Cette période était décourageante. Vraiment décourageante. Je travaillais, j'essayais, et rien ne changeait, du moins pas d'une façon visible. J'avais envie d'arrêter. De me dire que le français n'était pas pour moi. Que certaines personnes sont faites pour les langues et d'autres non. Est-ce que tu t'es déjà dit ça, mon ami? Que tu n'es pas fait pour les langues. Je veux qu'on parle de ça une seconde.
Parce que cette idée, cette conviction, elle fait beaucoup de mal. Et elle est, à mon avis, complètement fausse. Les gens ne naissent pas avec une capacité fixe pour les langues. Oui, certaines personnes ont peut-être plus de facilité au début. Mais la facilité au début ne garantit pas le succès à long terme. Ce qui prédit le succès, c'est la constance. Continuer même quand c'est difficile. Continuer même pendant les périodes où on ne voit pas de progrès. Et ces plateaux, ces périodes d'immobilité, ils sont normaux. Ils font partie du processus d'apprentissage. Souvent, ce qui se passe pendant un plateau, c'est que le cerveau intègre et organise tout ce qu'il a appris. Il fait un travail invisible. Et après le plateau, souvent, on avance d'un coup, d'une façon surprenante. J'avais lu quelque chose sur ce sujet à cette époque. Quelqu'un comparait l'apprentissage d'une langue à la croissance d'un bambou. Pendant les premières années, si tu plantes un bambou et que tu l'arroses, tu ne vois presque rien. La plante grandit sous la terre, elle développe ses racines, mais à la surface, rien. Et puis, à un moment, en quelques semaines, le bambou grandit de façon spectaculaire. Il peut grandir de plusieurs mètres très rapidement. L'apprentissage d'une langue, c'est pareil. On fait un travail qui semble invisible pendant longtemps. Et puis, à un moment, les choses s'accélèrent. Les connexions se font. Et on réalise qu'on a progressé beaucoup plus qu'on le pensait. Cette image m'avait aidé à continuer pendant ce plateau difficile. Et c'est vrai que quelques semaines plus tard, quelque chose avait changé. Je me souviens d'un moment précis. J'écoutais une conversation en français, et au lieu de traduire mot par mot dans ma tête, j'avais simplement compris. Directement. Sans traduction. Comme si le français était entré dans ma tête d'une façon plus directe, plus naturelle. C'est un sentiment incroyable, mon ami. Difficile à décrire. Comme si une fenêtre s'était ouverte dans ta tête. Comme si soudainement, une langue étrangère devenait un peu moins étrangère. Mais je dois te parler de quelque chose d'autre. Quelque chose qui m'avait causé beaucoup de confusion pendant longtemps. Et c'est le problème de comprendre une langue sans pouvoir la parler. Il y a une différence entre comprendre et produire. Tu peux écouter du français pendant des heures et comprendre beaucoup. Mais quand tu essaies de parler, les mots ne sortent pas aussi facilement. Pourquoi? Parce que comprendre et parler sont deux compétences différentes. Elles utilisent des parties différentes du cerveau, et elles se développent à des rythmes différents. Pour moi, ma compréhension était beaucoup plus avancée que ma production. Je comprenais environ 70% de ce que j'entendais, mais je pouvais seulement exprimer peut-être 30% de ce que je voulais dire. Il y avait un grand écart entre les deux. Et cet écart créait une frustration particulière. Tu sais exactement ce que tu veux dire, tu le comprends dans ta langue, mais tu ne peux pas le traduire en français assez vite pour une conversation normale. Alors tu sembles moins intelligent, moins articulé que tu ne le es réellement. Et ça, c'est une forme de frustration très spéciale, très pénible. La solution que j'ai trouvée pour réduire cet écart, c'était de parler encore plus. De forcer la production même quand c'était difficile.
de ne pas me réfugier dans la compréhension passive. Parce que c'est facile et confortable d'écouter. C'est beaucoup plus difficile de parler. Mais c'est en parlant qu'on devient capable de parler. J'avais trouvé une méthode qui m'aidait beaucoup à cette époque. Je choisissais un sujet simple, par exemple ma journée, et je me parlais à moi-même en français pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Je décrivais ce que j'avais fait, ce que j'avais mangé, comment je me sentais. Et si j'oubliais un mot, je l'écrivais pour l'apprendre après. Mais je ne m'arrêtais pas. Je continuais à parler. Au début, ces 5 minutes étaient longues et difficiles. Plein de pauses, plein d'hésitations. Mais avec le temps, les mots venaient plus facilement. Les phrases devenaient plus fluides. Et ces monologues solitaires dans ma chambre, personne ne les voyait, mais ils m'ont beaucoup aidé. Mon ami, je veux maintenant te parler d'une période de ma vie qui a vraiment accéléré mon français. Et c'est une période dont je n'avais pas prévu qu'elle serait si importante. J'avais environ 24 ans quand j'ai décidé de partir travailler dans une grande ville, loin de ma ville natale. Pour des raisons professionnelles, pas pour le français. Mais dans cette nouvelle ville, il y avait quelque chose que je n'avais pas à la maison. Il y avait une diversité de gens énormes. Des gens de partout. Et certains de ces gens parlaient français, ou apprenaient le français, ou avaient d'autres points en commun avec moi. J'avais rejoint un groupe informel, une sorte de club de conversation qui se réunissait une fois par semaine dans un petit espace. Des gens de niveaux différents, d'horizons différents, qui voulaient juste parler des langues. Pas pour un examen. Pas pour un diplôme. Juste pour parler. Dans ce groupe, j'avais rencontré des personnes extraordinaires. Il y avait quelqu'un qui apprenait le mandarin à 50 ans. Il y avait quelqu'un d'autre qui parlait déjà 4 langues et en apprenait une 5e. Et il y avait des gens comme moi, qui avaient un niveau intermédiaire, qui faisaient des erreurs, qui riaient de leurs propres erreurs. Ce groupe avait changé quelque chose de fondamental dans ma relation avec le français. Parce que dans ce groupe, les erreurs n'étaient pas un problème. Les erreurs étaient normales. Les erreurs faisaient partie du jeu. Et quand tu vois ça, quand tu vois que tout le monde fait des erreurs et que personne n'en meurt, que personne n'est humilié, que personne ne rit méchamment, tu commences à te relaxer. Et quand tu te relaxes, les mots viennent plus facilement. Ça peut sembler simple. Et ça l'est, en fait. Mais l'environnement dans lequel tu apprends une langue fait une énorme différence. Un environnement où les erreurs sont acceptées va favoriser ta progression. Un environnement où les erreurs sont punies va créer du blocage. Si tu as eu, comme moi, des expériences difficiles avec une langue, des professeurs sévères, des moments de honte, je veux te dire ceci, ce n'était pas ta faute. Ce n'était pas ta capacité. C'était l'environnement. Et tu peux créer un meilleur environnement pour toi maintenant. Tu as ce choix. Je continuais à progresser. Et j'avais commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant, écrire en français. Pas des exercices de grammaire. Pas des traductions. Juste écrire. Des petits textes sur ma journée. Des descriptions de choses que je voyais.
parfois des réflexions sur des sujets qui m'intéressaient. L'écriture, mon ami, c'est quelque chose de différent de la conversation. Dans une conversation, tout va vite. Tu dois penser et parler en même temps. Mais quand tu écris, tu as le temps. Tu peux réfléchir. Tu peux chercher le mot. Tu peux reformuler. Et cette pratique de chercher les bons mots, de formuler des idées en français, ça renforçait ma langue de façon très solide. J'avais aussi découvert quelque chose d'intéressant sur l'écriture. Quand j'écrivais sur des sujets qui me touchaient vraiment, sur des choses que j'aimais ou qui m'inquiétaient ou qui me rendaient heureuse, j'apprenais les mots de ces domaines-là beaucoup plus rapidement. Parce que ces mots avaient une connexion émotionnelle pour moi. Ils n'étaient pas juste des sons ou des lettres. Ils représentaient quelque chose de réel dans ma vie. C'est un conseil que je donne souvent maintenant, quand quelqu'un me parle de son apprentissage du français. Apprends d'abord les mots qui parlent de ta vie, de tes passions, de tes expériences. Parce que ces mots vont rester dans ta mémoire beaucoup plus longtemps que des listes de vocabulaire général. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé avec le café et la femme française. Ce moment que j'avais mentionné au début. J'avais environ 26 ans. Je me sentais mieux en français qu'avant, beaucoup mieux. Mais je n'étais pas parfaite, loin de là. Je faisais encore des erreurs. Je cherchais encore des mots parfois. Et ce jour-là, j'étais dans un café, et je parlais avec une femme qui était venue visiter la ville où je vivais. Elle était curieuse, ouverte, sympathique. On parlait depuis un moment déjà, et ça allait bien. Et puis elle m'a posé une question complexe. Une question sur ce que je ressentais par rapport à quelque chose de personnel, quelque chose de profond. Et là, ma tête était vide. Tous les mots français que je connaissais semblaient avoir disparu en même temps. Comme un disque dur qui plante soudainement. J'ai senti la panique monter. Ce vieux sentiment familier. Cette envie de fuir la conversation. Et j'ai failli le faire. Vraiment. Mais cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai pris une respiration. Et j'ai dit, en français, je cherche mes mots. Attends un moment. Juste ça. Juste une phrase simple pour expliquer ce qui se passait. Et la femme a souri et elle a dit, prends ton temps. Et dans ce silence, les mots sont revenus. Pas tous, pas parfaitement. Mais assez. J'ai pu lui dire ce que je voulais dire, avec des imperfections, avec des pauses, mais je l'ai dit. Après cette conversation, en rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose. L'oubli des mots n'était pas le vrai problème. Le vrai problème, c'était ma réaction à l'oubli. C'était la panique. C'était cette conviction que si j'oubliais un mot, la conversation était terminée, que j'avais échoué, que j'étais nulle. Mais ce n'est pas vrai. L'oubli est normal. Les locuteurs natifs oublient des mots aussi. Les personnes qui parlent une langue depuis leur enfance cherchent parfois leurs mots. C'est humain. Et la vraie compétence langagière, ce n'est pas ne jamais oublier. C'est savoir que faire quand tu oublies.
Et là, mon ami, je veux te donner quelque chose de concret. Parce que je ne veux pas que cette vidéo soit juste une histoire sans utilité pratique. Je veux te donner ce qui m'a vraiment aidé. La première chose, c'est ce que j'appelle le droit à l'imperfection. Donne-toi la permission de faire des erreurs. Pas comme une idée abstraite. De façon concrète. Dis-toi, avant chaque conversation en français, je vais peut-être faire des erreurs. C'est normal. C'est acceptable. Ça ne me définit pas. Cette petite préparation mentale fait une différence réelle. La deuxième chose, c'est de pratiquer les phrases de survie. Des phrases qu'on dit quand on est perdu. Par exemple, comment dit-on? Je ne trouve pas le mot, mais je veux dire, attends, je cherche comment l'expliquer. Est-ce que tu peux répéter plus lentement? Ces phrases sont simples. Mais si tu les connais par cœur, si elles te viennent automatiquement, elles te donnent du temps et elles gardent la conversation en vie. La troisième chose, c'est la répétition espacée. Tu as peut-être entendu parler de ça. C'est une méthode pour mémoriser les mots de façon durable. L'idée, c'est de revoir un mot à des intervalles de plus en plus longs. La première fois, tu le revois le lendemain. Puis 3 jours plus tard. Puis une semaine plus tard. Puis 2 semaines. Et ainsi de suite. Cette méthode exploite la façon dont la mémoire fonctionne. Elle renforce les connexions dans le cerveau au bon moment, juste avant qu'on oublie. La quatrième chose, c'est d'associer les mots à des images ou à des histoires. Par exemple, pour retenir le mot grenouille, j'imagine une grenouille verte qui chante une chanson. L'image est bizarre, un peu ridicule, et c'est exactement pour ça qu'elle reste dans la mémoire. Le cerveau aime le bizarre. Il aime les histoires. Il retient ce qui est émotionnellement ou visuellement fort. La cinquième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est de parler. Régulièrement. Même quand tu te sens pas prêt. Même si ton niveau n'est pas assez bon. Parce que tu ne seras jamais prêt si tu attends d'être prêt. La préparation pour parler, c'est parler. Mon ami, laisse-moi te raconter une dernière partie de mon histoire. Une partie plus récente. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une jeune femme qui apprenait le vietnamien. Elle était frustrée parce qu'elle oubliait tous les tons. En vietnamien, un même mot peut avoir 6 sons différents, et chaque son a un sens différent. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas grandi avec ça. Elle me demandait comment faire pour retenir. Et en lui expliquant, j'ai réalisé que j'utilisais exactement les mêmes stratégies que j'avais utilisées pour le français. Je lui parlais des associations d'images. Je lui parlais de la répétition dans des contextes réels. Je lui parlais de l'importance de produire, pas seulement de consommer. Et quelque chose de très particulier s'est passé dans ce moment. Je parlais de tout ça en français. Avec elle. Et c'était fluide. Naturel. Je n'avais pas besoin de chercher mes mots. Ils venaient tout seuls, comme si c'était ma propre langue. Bien sûr, ce n'est pas ma langue maternelle. Le français restera toujours une deuxième langue pour moi.
Mais à ce moment-là, j'ai compris que la distance entre moi et cette langue avait diminué de façon significative. Et que ce long chemin avec ses plateaux et ses paniques et ses erreurs et ses petites victoires, ce chemin avait vraiment mené quelque part. Je veux parler aussi de quelque chose que les gens ne disent pas souvent sur l'apprentissage d'une langue. Et c'est l'aspect émotionnel. L'aspect de l'identité. Quand tu parles une deuxième langue, tu n'es pas exactement la même personne que dans ta langue maternelle. Il y a des études là-dessus, et des gens qui parlent plusieurs langues le confirment souvent. Dans ma langue maternelle, je suis d'une certaine façon, j'ai un caractère, un humour, une façon d'exprimer les émotions. En français, je suis légèrement différente. Pas complètement différente, mais légèrement. Au début, ça me dérangeait. Je me sentais moins authentique en français. Comme si le français me réduisait, me rendait plus simple que ce que j'étais réellement. Je ne pouvais pas faire de blagues en français de la même façon. Je ne pouvais pas exprimer des nuances fines. Et ça donnait l'impression d'être une version appauvrie de moi-même. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir ça différemment. Cette version de moi en français n'était pas moins authentique. Elle était juste différente. Et elle avait sa propre façon d'exister. Avec le temps, cette version est devenue plus riche, plus complexe, plus proche de qui je suis vraiment. Et maintenant, je dirais même que parler une deuxième langue m'a donné quelque chose que je n'aurais pas eu autrement. Une certaine flexibilité dans la façon de penser. Une capacité à voir les choses sous plusieurs angles. Parce que chaque langue découpe le monde différemment. Chaque langue a des mots pour des concepts que d'autres langues n'ont pas, ou des façons d'organiser les idées qui sont uniques. Le français a des subtilités que ma langue maternelle n'a pas, et inversement. Et connaître les deux, même imparfaitement, m'a donné une perspective plus large sur le monde. Mon ami, si tu es en train d'apprendre le français, ou n'importe quelle autre langue, je veux que tu saches quelque chose. Ce chemin que tu fais, il n'est pas juste utilitaire. Il ne sert pas juste à commander dans un restaurant ou à passer un entretien d'embauche. Il te change. Il te donne accès à des façons de penser, à des histoires, à des gens que tu n'aurais jamais rencontrés autrement. Et les moments difficiles, les mots oubliés, les paniques dans les conversations, les plateaux frustrants, ils font partie de ce chemin. Ils ne sont pas des obstacles qui te disent d'arrêter. Ils sont des parties du chemin lui-même. Je pense souvent à cette cassette audio chez ma grand-mère. Cette cassette avec des chansons françaises que je ne comprenais pas. Je ne savais pas, à ce moment-là, que j'allais passer des années à apprendre cette langue. Je ne savais pas que cette langue allait me donner des connexions, des amitiés, des conversations qui comptent vraiment pour moi. Je ne savais pas que cette langue que j'avais peur de parler dans une salle de classe allait devenir quelque chose que je chérissais. Si j'avais écouté la petite voix qui disait arrête, tu n'es pas capable, je n'aurais jamais continué. Mais je n'ai pas écouté cette voix. Ou plutôt, je l'ai entendue, et j'ai continué quand même. Et c'est ça, je crois, la vraie compétence. Pas d'apprendre 10 mots par jour. Pas de mémoriser toutes les règles de grammaire. La vraie compétence, c'est de continuer à essayer même quand c'est inconfortable.
de remettre ta langue en mouvement même quand elle préférerait rester silencieuse. Il y a une chose que j'ai apprise sur l'oubli des mots, quelque chose que je voudrais te laisser. L'oubli n'est pas l'ennemi de l'apprentissage. L'oubli fait partie de l'apprentissage. Chaque fois que tu oublies quelque chose et que tu le retrouves, cette information devient plus solide dans ta mémoire. Chaque fois que tu cherches un mot et que tu finis par le trouver, cette connexion dans ton cerveau devient plus forte. Les neuroscientifiques ont un terme pour ça. Ils parlent de récupération désirable. L'effort de récupérer une information, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, renforce la mémorisation à long terme bien plus que de simplement relire ou écouter passivement. Donc la prochaine fois que tu oublies un mot en français, au lieu de te sentir mal, essaie de te dire « Mon cerveau est en train de travailler ». Cet effort que tu fais pour te souvenir, c'est de l'entraînement. C'est utile. Et si tu ne retrouves pas le mot, cherche-le. Note-le. Utilise-le dans une phrase. Et reviens à ce mot dans quelques jours. Il sera là, un peu plus solide. Mon ami, j'arrive à la fin de cette histoire. Mais avant de finir, je veux dire quelque chose de plus personnel. Cette langue française, le chemin pour y arriver, n'a pas été facile pour moi. Il y avait une jeune fille dans une salle de classe qui avait si peur de se tromper qu'elle avait choisi de ne plus parler. Et cette peur aurait pu rester avec elle pour toujours. Pour beaucoup de gens, elle reste. Mais il y avait aussi une femme dans un café, des années plus tard, qui cherchait ses mots et qui disait simplement « Attends un moment ». Et les mots revenaient. Et la conversation continuait. Entre ces deux moments, il y avait du travail, oui. Des méthodes, oui. De la constance, oui. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait la décision de ne pas croire que la honte avait dit le dernier mot. De ne pas laisser un mauvais souvenir définir tout ce qui venait après. Et cette décision-là, elle n'est pas réservée à l'apprentissage des langues. Elle vaut pour beaucoup de choses dans la vie. La cassette que j'avais trouvée chez ma grand-mère, je ne l'ai plus. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais quelque part dans ma tête, la mélodie de ces chansons que je ne comprenais pas, elle est encore là. Et maintenant, si j'entendais ces mots, je les comprendrais. Je pourrais les chanter. Je pourrais les expliquer. C'est ça, l'apprentissage d'une langue. Un voyage long, parfois confus, parfois décourageant. Mais un voyage qui mène vraiment quelque part. Un voyage qui vaut vraiment la peine d'être fait. Alors mon ami, si tu es quelque part dans ce voyage en ce moment, si tu es au début avec ta liste de vocabulaire et tes petits papiers collés sur le miroir, ou si tu es au milieu avec tes plateaux et tes frustrations, ou si tu es plus loin et que tu cherches encore parfois tes mots, sache que tu n'es pas seul. Sache que c'est normal. Sache que ce que tu ressens, cette difficulté, elle ne dit rien sur tes capacités. Elle dit juste que tu es en train de faire quelque chose de difficile. Et faire quelque chose de difficile, c'est courageux. Exactement comme cette femme française me l'avait dit dans le restaurant, des années auparavant. Ton français est courageux, mon ami. Continue.